Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler des acteurs et des actrices qui ont fait mon année 2023, des acteurs et des actrices que ce soit en Amérique ou dans le reste du globe qui ont fait également mon année, et puis ensuite pour vous parler des films qui ne sont pas dans mon top 10 mais qui sont de très bons films et qui ont failli en être, donc on va parler d'eux et on va parler des films qui sont ni bons ni mauvais mais qui sont des mouais. On peut considérer ça comme ça. Donc on va parler de cela et ensuite on parlera de 20 films français, de 20 films américains également, qui sont les choses que je ne veux plus voir au cinéma. En général des blockbusters, des films qui ont été beaucoup mis en avant par leur promotion et qui sont totalement désastreux, que ce soit en France ou en Amérique. Donc on y reviendra avec un petit défilé de tous ces désastres, pour moi, visuels. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec les actrices qui ont fait pour moi l'année 2023. On commence tout de suite avec l'excellente, la dynamique, la sympathique Lina Coudry. Lina Coudry, vous avez pu la voir dans deux films comme Ouria ou Les Trois Mousquetaires, mais les deux parties sorties au cinéma de Martin Bourboulon, où elle interprétait le personnage de Constance. Ça, c'est pour l'année de Lina Coudry. Une belle année encore une fois pour elle, qui est une actrice dont je vous parle régulièrement sur la chaîne. On a également, et je regarde ma fiche, on a Virginie Efira que je mets en avant moi pour l'année 2023 parce que sa performance dans L'amour et les forêts m'a vraiment marqué et en plus elle avait le choix de jouer deux personnages, son personnage principal et sa jumelle, donc c'était d'autant plus régalant puisqu'elle donnait deux performances totalement différentes. Et puis on a Rebecca Marder qui pour moi a fait l'année 2023 puisqu'on l'a vu dans une comédie qui s'appelait Mon crime de François Ozon avec Danny Boone, Fabrice Lucchini et j'en passe. Et nous avions également De Grandes Espérances, un drame politique ou un thriller politique avec Benjamin Laverne et elle-même. Donc c'était une très belle année pour ces trois actrices-ci. En acteur, je vais revenir sur le nom que je viens de vous citer. Il y a pour moi Benjamin Laverne qui a interprété l'abbé Pierre pour Une vie de combat, le film de Frédéric Tellier, et c'est un très bon film, alors certes très classique dans l'histoire qu'il propose, pas dans sa manière de réaliser qui est très bonne, incroyable, mais comment joue Benjamin Laverne l'abbé Pierre, on n'a plus l'impression d'avoir un acteur, il s'est saisi du personnage et il le devient. Il est absolument phénoménal cet acteur, c'est un des plus grands à venir. Vous avez pu le voir donc dans De Grandes Espérances, dans Le Discours. Vous avez également pu le voir dans un film qui s'appelait Le Sens de la fête, avec un de nos très regrettés acteurs. Voilà, il faisait une performance admirable, incroyable, bouleversante. Et pour ce film, voilà, moi je suis obligé de penser à lui. L'année 2023, ça a été aussi sa performance. J'aimerais aussi qu'on parle de Vincent Lacoste qui fait une très belle performance dans le film Le Temps d'aimer aux côtés d'Anaïs de Moustier qui se défend parfaitement. Et ce film était délicieux, c'est un joli mélodrame où il y a une magnifique romance et où il y a beaucoup de secrets et je n'en dirai pas plus. Mais la performance de Vincent Lacoste m'a vraiment touché au vu du secret qu'il porte et qui est un lourd poids pour lui. Voilà. Donc je n'en dirai pas plus. Ça, c'était en France, les acteurs et les actrices qui m'ont marqué. En Amérique, si je devais citer une actrice américaine, alors je ne sais pas si elle est américaine, je sais que la réalisatrice du film l'est, l'actrice j'en doute. Elle s'appelle Greta Lee et Greta Lee, elle a joué dans Past Lives. J'en ai parlé dans mon top 10 des films de l'année. Et c'est un des plus grands films. Ici, cette actrice, elle est bouleversante de douceur. Voilà. La douceur qui émane de son personnage est d'une beauté absolue et c'est pour ça qu'elle se retrouve ici. Découvrez Past Lives si vous voulez en savoir un peu plus. J'en ai parlé dans mon top 10, donc allez-y. Margot Robbie, elle est la productrice de Barbie. Donc elle a fait le plus gros score au cinéma après Mario. Elle a fait 1,4 milliard de dollars. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un score hallucinant. Donc en termes de pognon, elle en a gagné et elle a joué donc l'interprète de Barbie, mais elle a aussi joué dans le meilleur film de l'année qui s'appelle Babylone, où elle a fait une performance juste incroyable, hyper touchante, où elle jouait une fille qui rêve, qui veut vivre ses rêves et qui veut devenir actrice dans un monde où tout est en train de changer. Voilà, donc c'est très intéressant. Et donc pour moi, c'était les deux actrices de l'année. En acteur qui a fait mon année
outre-Atlantique, je parlerai de Brad Pitt qui interprète un acteur des années 20 dans le film Babylone. Encore une fois, je cite ce film pour parler des acteurs. Et ici, en acteur des années 20 qui va voir sa carrière partir en chute libre, eh ben, il est touchant de fou. Et vraiment, ce film est d'une beauté extrême, mais Brad Pitt y amène une dimension supérieure. Et quelle intelligence d'avoir voulu donner ce rôle à cet homme. C'était brillant. Pour ce qui est des films qui sont pour moi très bons, mais qui ne font pas partie de mon top 10, que je n'ai pas cité, il y a, je prends mes notes, De Grandes Espérances, je vous en ai parlé. L'Abbé Pierre, je vous en ai parlé. Il y a Auria, je vous en ai parlé. Soudain seul avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry, je ne vous en ai pas parlé. Ensuite, nous avons Mario Bros, Les Gardiens de la Galaxie 3, Donjons et Dragons, qui est un blockbuster qui parlait pub, la publicité me faisait peur à 1000% et qui au final est une très belle surprise cette année. Le Challenge avec Jennifer Lawrence, une très bonne comédie américaine. Yannick, le nouveau Dupieux, absolument délirant. Il faut voir Yannick. Le Livre des Solutions, un film de Michel Gondry qui parle de lui-même et on va beaucoup parler de sa bipolarité pendant un tournage et on va voir les dégâts que ça cause. Il y a Pierre Ninet qui l'incarne, c'est juste délicieux. Un métier sérieux, on va nous prendre une année entière scolaire pour nous montrer ce que c'est l'enseignement. On va voir le point de vue des professeurs avec de très très bons acteurs. On a le procès Goldman avec un acteur qui va être habité du début à la fin, qui est juste délicieux, et un réalisateur qui choisit de ne jamais quitter le procès pendant 1h30, et donc on est maintenu par cela, et c'est un très bon film. Le règne animal, on nous a fait une fable écologique fantastique française, où les animatroniques, toutes les créatures qui sont créées un peu par la 3D, mais surtout par des effets réels. On a cherché le maquillage, les prothèses, tout cela est vrai, et donc ça donne vraiment une gueule, une existence à ce film, et vraiment un cachet particulier. Mais ce film est très bien pensé, a de très bons acteurs, donc vraiment, régalez-vous. Et puis il y a Le Temps d'aimer que je vous parlais, le mélodrame, avec Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier, dans une Amérique fin des années 40, voilà, après la guerre. Voilà ce que je peux vous dire dans les très bons films que je ne vous ai pas cités et qui pourtant sont pour moi très très bons. On parle maintenant de ceux qui sont en demi-teinte dans Les Mouets. Alors dans Les Mouets, j'ai second tour le film d'Albert Dupontel. Albert Dupontel, je l'attendais énormément, un film politique par un mec qui est aussi viscéral dans ses paroles, quand il est dans ses propos, dans ses interviews. Vraiment, je me disais qu'on allait avoir un film qui allait tout dynamiter. Et au final, c'est peut-être le film où il est le moins à l'attaque. Pourtant, ces films sont burlesques, mais ont toujours des propos très intéressants. Ils s'attaquent à l'administration, ils s'attaquent souvent à eux pour parler des plus faibles, des gens démunis. Et souvent, ces personnages sont des personnages qui ne s'intègrent pas dans la société. Et ici, peut-être que j'ai adoré toute la partie politique, son personnage qui veut casser les codes, qui veut casser la dynamique, mais je trouvais peu intéressant en final de rentrer dans le passé de ce personnage-là et savoir s'il a un secret. Personnellement, je trouve qu'il s'est perdu dans plein de sujets et que il y avait peut-être pas lieu finalement de faire cela. Et pour moi, avec ça, il y a des moments où je comprenais pas où il voulait en venir. Enfin, je comprenais où il voulait en venir, mais ça me semblait pas pertinent. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve dans Les Mouets. Mais sa réalisation est toujours aussi classe. Il y a de l'envie, il y a du cinéma qui est présent à l'image. Et il y a des acteurs habités, mais les personnages sont moins forts pour moi que ce qu'il avait pu faire avec un Adieu les cons qui était juste extraordinaire, ou encore son film Au revoir là-haut, pour parler des derniers. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu déçu. Mon crime, je vous en ai parlé pour parler de Rebecca Marder. Oui, c'est une très belle comédie avec Danny Boone, avec Fabrice Lucchini. On s'amuse beaucoup, il y a beaucoup le côté féministe qui est amené, mais intelligemment. Et je trouve que c'est une comédie délicieuse, mais pas non plus la plus marquante du siècle. C'est pour ça qu'elle se retrouve dans Les Mouets. C'est bien, mais c'est pas extrêmement bien non plus. On a The Creator, la nouvelle proposition du réalisateur de Rogue One en film de SF. Et ce qui était très bon, c'est que visuellement, c'était magnifique. On avait déjà vu son potentiel sur Rogue One. Mais ce qui était mauvais, c'était son scénario, malheureusement. Alors, j'ai beaucoup aimé la romance
et le sacrifice qui va être fait du début à sa fin quand on voit au final la finalité. Mais ce qui me manquait, c'était vraiment quelque chose à creuser avec l'IA. Et on ne l'a pas eu. Donc c'est pour ça que je suis vraiment déçu. On a eu Vision, un film du réalisateur qui avait fait Boîte Noire, qui avait fait un film extraordinaire, puisque Boîte Noire, on avait le travail du son qui était dingue avec Pierre Ninet, sur les boîtes noires qu'on retrouve dans les avions. Il fallait retrouver s'il y avait eu un accident ou si c'était vraiment la main de l'homme qui avait causé un crash d'avion. Bon, c'était très intéressant. Ici, on a un film qui nous tient en haleine, qui est bien amené. On joue sur justement notre vue, ce qu'on voit ou ce qu'on aime, ce qu'on nous raconte et notre perception, et qui n'est peut-être pas la bonne. Ça joue beaucoup là-dessus avec Mathieu Kassovitz. Bon, ce film est bon, mais je trouve que des fois, il va dans le malsain pour faire malsain et qu'il n'y avait pas lieu d'être. Il y a aussi la délicieuse Diane Kruger avec lui. Donc voilà, c'est un très bon film qui est bien foutu, mais qui lui manque un petit truc. On a Asteroid City, le film de Wes Anderson, que je ne pensais pas qu'il se retrouverait dans les mouets. Wes Anderson, c'était mon réel préféré, mais depuis 2-3 films, il me perd un petit peu. Et dans ce film-là, je dois dire que j'aime beaucoup son alien, j'aime beaucoup ses personnages, mais je trouve qu'il part un peu trop dans tous les sens et que son récit s'étire pour pas grand-chose. Mais sa colorimétrie, sa patte visuelle est toujours unique et c'est ce qui fait qu'il se maintient tout de même. On a Indiana Jones 5 qui se retrouve dans les mouets parce que c'est quelque chose de très fade. Alors pour moi, Indiana Jones, c'est vraiment le 1 au 3, c'est une de mes trilogies préférées. J'adore cette saga, ce personnage, pour moi il est iconique. C'est le plus bel aventurier qu'on ait. On n'a jamais réussi à égaler un film d'aventure aussi bon que celui d'Indiana Jones. Et que vous dire, pour moi, Indiana Jones, il est éternel et il est immortel dans ma vision, comme le jeune aventurier qui partirait toujours à l'aventure. Mais je ne le vois pas vieillir. Et pour moi, voir Indiana Jones vieillir, c'est le perdre. Et voilà, depuis qu'il a pris la coupe et qu'il a bu le Graal et qu'il a bu cette potion qui devait normalement lui donner l'immortalité, le voir vieux, pour moi, ça n'a pas de cohérence. Et le voir vieux continuer ses aventures, je ne veux pas le voir. Pour moi, je veux m'imaginer qu'il part à l'autre bout du monde, mais pas là, pas vieux. Et en plus, c'est pour nous faire un récit qui est assez classique. Ce qui est assez incroyable, c'est quand on arrive dans les premières minutes du film avec un Indiana Jones recréé jeune, donc c'est Indiana Jones vieux qui a eu des prothèses sur le visage et on arrive vraiment à nous donner l'impression qu'il est jeune. C'est assez fou. Bon, on est dans le noir avec beaucoup de brouillard, etc. pour donner l'illusion d'eux, mais là, à ce moment-là, ça marchait. Vraiment, j'étais happé. Et ensuite, le film se délate peu à peu pour une fin qui aurait pu me plaire parce que j'aime beaucoup là où le personnage, à un moment donné, est presque tenté de rester. Mais voilà, pas plus. Je me suis un peu ennuyé, je dois l'avouer, même si j'aime énormément ce personnage. Mission Impossible 8, ben oui, à force de vouloir faire plus de cascades et nous impressionner à la faire plus grand, plus fort, eh bien, il y a un moment donné, on ne se rend pas compte que la cascade qu'il est en train de faire, c'est la cascade la plus dingue du monde, parce qu'on a déjà vu mieux ou plus drôle. Et ici, elle est bien exécutée, mais à un moment où, au montage, elle paraît pas si impressionnante que ça. Donc ça fait l'effet de flop. Vous vous rendez compte, on est en train de jouer sur le fait que la cascade qu'on voit à l'image ne nous plaît pas tant que ça. Bon, faut pas déconner, ça reste un grand divertissement qui nous propose toujours quelque chose de très fun, de très drôle et qui prend des risques, mais pas dans son scénario, bien évidemment. Et on a vu mieux avant. Donc c'est pour ça qu'il est dans les mouais. Je dois dire que ces 15 premières minutes, j'ai eu l'impression de voir un vieux film des années 80, ça m'a vraiment dérangé, avec le propos américano-russe. Voilà, c'est chiant. Je voudrais vous parler d'Élémentaire, qui était le nouveau Pixar, qui n'a pas eu un scénario assez novateur pour vraiment être dans les bons, mais dont la romance, moi, m'a vraiment touché, et ça fait partie des petits Pixar qui me touchent énormément. Personnellement, j'ai passé un très bon moment, même s'il n'a pas ravi les foules visiblement. Beau is Afraid. Beau is Afraid est le nouveau film d'Ari Aster qui a fait Hérédité ou Midsommar. Et ce réalisateur-là adore toucher à l'horreur, mais pour l'amener ailleurs. L'horreur, normalement, c'est dans le noir, c'est dans la pénombre, c'est dans les maisons hantées, etc. Lui réétablit tout ça, et par exemple, Midsommar, c'était l'horreur en plein jour. Il fallait la découvrir. Les gens ne se rendaient même plus compte de l'horreur qu'ils vivaient.
Et c'est ça qui est incroyable avec ce réalisateur, c'est qu'il réapprend les codes pour vous déranger. Et ça, il le fait très bien. Beau is Afraid, c'est un mec qui est complètement terrorisé de tout. Et on va vivre dans sa tête, en fait, tout simplement. Et ça dure 3 heures. La première heure m'a happé, j'ai ri énormément entre les hommes nus dans la rue, les hommes qui ressemblent à des zombies, il voit des gens qui sont à sa fenêtre qui sont complètement barges, et lui qui peut pas sortir de sa chambre, les gens qui le menacent parce qu'apparemment il met de la musique trop forte alors qu'il n'y a pas un bruit, et il reçoit plein de messages, vous êtes sourds, je vous ai dit de baisser le son et tout, la menace, l'eau qui goûte, etc. Enfin, il y a plein de trouvailles, et moi j'ai ri, mais pendant 1 heure j'étais explosé de rire avec ce qu'il nous proposait. Et une fois qu'on quitte la maison, qu'on arrive dans une autre maison avec des inconnus, etc., là, le récit me perd un petit peu parce que je vois où il va en venir, mais je trouve que ça s'étire un petit peu pour pas grand-chose, même si je trouve que le délire est très bon. Et quand on retourne en forêt et qu'on est sur un récit plus onirique, là, je m'y intéresse un peu plus de nouveau, mais j'avoue que c'est 3 heures où il faut s'accrocher, mais il s'amuse avec nous clairement, et on est dans la tête d'un réalisateur qui est dépressif, hein. Faut le savoir, hein. Vraiment, on se dit avec ce film-là, je pense que toi, Ari Aster, réalisateur de ce film, tu devrais consulter. Mais quel plaisir. Joaquin Phoenix, c'est délicieux. Il y a des seconds rôles fabuleux. On a Denis Ménochet qui a une performance qui est complètement barge. Mais on a plein de choses qui sont chouettes. Mais j'avoue que j'ai été happé par la première heure. Et après, les 2 autres heures m'ont quand même paru longues. Malheureusement, c'est pour ça qu'il se retrouve ici. Je vais parler de Napoléon. Napoléon qui va peut-être se retrouver aussi dans les flops. À l'heure actuelle, je ne le sais pas encore. Mais Napoléon de Ridley Scott, techniquement, c'est merveilleux. Scénaristiquement, c'est à revoir. Et en plus, c'est la vision d'un Anglais qui n'aime visiblement pas beaucoup la France et qui en est resté là. Puisque toute la vision de Napoléon, c'est une vision qui est totalement dégradée. J'ai beaucoup aimé, par contre, le moment où Napoléon prend l'ascension. On a 10 minutes qui sont assez fabuleuses, où il s'ouvre au peuple avec des ralentis, où il rentre dans des fabuleux décors et où ils prennent le pouvoir. Et là, c'était intéressant, c'était vif et c'était plaisant. Le reste du temps, on a l'impression de voir quelqu'un qui cabotine, pas l'acteur, hein, mais le personnage est cabotineux et pas mis en valeur. Et pourtant, il a fait des choses incroyables, Napoléon. Et on est là pour montrer que le mauvais côté du personnage. Et en 2h30, on ne peut pas le raconter. C'est ça le problème, c'est qu'en 2h30, vous êtes sûr que le film ne peut pas raconter Napoléon. Il va devoir faire des grosses coupures dans le temps et ça le joue contre lui. Donc l'image qu'il a de Napoléon est mauvaise et ces coupes dans le temps et avoir voulu faire ça en film, ça joue évidemment sur l'impact du film. Et donc c'est fait qu'il se retrouve dans les films qui sont ici, mais il se retrouvera probablement dans mes flops de l'année, je pense. Voilà, donc sa vision, à la fin, il nous parle quand même, on a des sous-titres, et on nous parle quand même de tous les morts qui ont combattu pour Napoléon, et combien de morts Napoléon aurait causé. Bon, merde quoi. Il y avait d'autres choses à dire, Napoléon, il a fait aussi des choses fabuleuses, et il faut aussi le mettre en avant. On a John Wick 4 que je mets dans les mouets. Alors, John Wick 4, c'est aussi fabuleux que d'habitude, mais c'est trop long. On a 1 heure encore de trop et à un moment donné, je m'ennuyais ici encore. On a également Knock at the Cabin, le retour du grand Shyamalan. Et Shyamalan, avec ce film, me perd un petit peu parce que j'adore sa réal, j'adore sa mise en scène qui est tout en tension, mais, je dois dire mais, à un moment donné, j'ai du mal à croire que nos protagonistes principaux sont en danger face aux antagonistes. J'ai du mal à croire à la menace présente, voilà. Et du coup, vu que c'est un huis clos là-dessus, eh bien, si j'ai du mal à un moment donné à les croire en danger, eh bien, le film se perd un petit peu. Et donc, c'est pour ça qu'il se retrouve dans les mouets. Et pour ce qui est de Barbie, qui est le dernier film que je vais vous parler dans les mouets, Barbie, je dois dire que, à part le propos que j'ai trouvé très con entre hommes et femmes, donc au début, c'est un discours très féministe, c'est les femmes qui ont le pouvoir et les hommes qui sont leurs serviteurs, et ensuite, c'est les hommes qui vont prendre le pouvoir et qui vont amener le patriarcat, et on va voir que les hommes prennent beaucoup de plaisir, et à la fin on pourrait se dire on va se retrouver dans un monde où justement on essaie de faire vivre les hommes et les femmes à égalité, et en fait non, les femmes reprennent le contrôle du monde.
c'est évidemment une vision très conne du monde, hein, je dois l'admettre. J'ai détesté ce point de vue-là, mais j'ai beaucoup aimé son début, j'ai beaucoup aimé les personnages qui, quand ils veulent rentrer dans les vagues, se cognent à une vague en plastique, tout le délire qui est amené avec la Barbie elle-même, j'ai beaucoup aimé et les interprètes sont bons et on s'amuse beaucoup des comédies musicales, etc. Ce qui est du propos qui est derrière, il est gênant. Pour moi, il me pose vraiment problème dans un monde où on devrait ne pas essayer de mettre d'un côté les hommes et d'un côté les femmes. Vraiment. Hein. Et maintenant, on parle du défilé des 40 films dont je dois vous parler, les 20 films français et les 20 films américains. Pourquoi est-ce qu'ils sont ici et qu'est-ce qu'on peut en dire de ces films? On en parle juste après ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces films? Qu'est-ce qu'on peut dire de tous ces films français dont je vous ai parlé et de ces films américains? Eh bien, on peut dire que pour la plupart, ce sont les gros films qui ont été mis en avant cette année. Si je regarde Ant-Man 3, c'était le gros film Marvel qui a été mis en avant dès le début de l'année. Si je vous parle d'un film français, si je vous mets Voleuse, c'est un des films qui a été le plus mis en avant par Netflix, qui est une catastrophe pour moi. Ensuite, on a Astérix, l'Empire du Milieu, qui est vraiment un désastre. On a Gran Turismo, The Transformers, Renfield, La Petite Sirène, Fast and Furious. Ils vont peut-être tous se retrouver dans le flop. Hein. Mais tout ça, ce sont tous les films dont je vous ai parlé. Ce sont en général des films à gros budget qui n'ont aucune envie de vraiment vous emmener dans un scénario, de vous mettre une mise en scène différente, une réalisation différente, une atmosphère, quelque chose qui va vraiment vous plonger dans un univers nouveau, neuf. On cherche vraiment à étirer la recette de ce qui fait un bon blockbuster, une bonne comédie française, bien lourde, bien ringarde, tout ce que vous ne devriez pas voir. Voilà, on vous les tire à foison et ça ne passe plus. Ça ne passe plus. C'est ringard à souhait et mon Dieu que ces films étaient atroces. C'est tout ce que je veux plus voir au cinéma et c'est tout ce qui fonctionne à demi, on va dire, parce que le public se lasse de plus en plus et tant mieux. Mais vraiment, j'espère que vous faites la même conclusion que moi, qui est que ce genre de film, c'est un désastre pour le cinéma. Quand vous voyez tout ce que je vous ai montré dans les mouets ou dans les bons, il y a des tentatives là-dedans. Et si vous voyez ce que j'ai mis dans les tops, pour moi, ce sont vraiment de très belles tentatives en termes de cinéma. Mais ici, c'est le divertissement, mais vraiment moyen, le divertissement bas de gamme, et avec qui on a donné mais des millions et des millions. Il faut que ça cesse. C'est vraiment plus possible de dilapider de l'argent dans des merdes pareilles. Et là, je parle que pour moi. Mais voilà un petit peu ce que je pense du cinéma français et américain à l'heure actuelle.
Ouais, bon, alors, je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Merci d'être allé jusqu'au bout. Je suis désolé si mon débit de parole est très lent. C'est que je suis malade depuis les vidéos de top et de flop. Ça a été très compliqué pour moi de les enregistrer. Alors, si des fois je suis un peu perdu dans mes propos sur ces deux vidéos-là, ne vous étonnez pas. C'est pas de mon fait, c'est que je suis très fatigué. Mais merci d'avoir tenu bon, d'être arrivé jusqu'au bout et d'avoir soutenu mon travail. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes une vue supplémentaire pour moi. Et puis, likez, commentez, n'hésitez pas à me faire part si vous êtes d'accord avec moi sur tout ce que j'ai raconté tout au long de cette vidéo. On se retrouve bien évidemment très vite pour parler de ce qui adviendra l'année 2024 et de mes grosses attentes. Et puis, pour parler des flops qui, eux, vont être sacrément longs. Je vais résumer bien sûr, hein, je dis ça, mais ça durera 20 minutes à peu près, je pense. Mais c'est qu'il y en a beaucoup. Donc là, je suis en train de trier parce que sinon, il y a une cinquantaine de films qui peuvent rentrer hein, dans les mauvais. Donc, faut arriver à un top 10. Donc, je pense qu'on va résumer les choses. Voilà. Mais voilà, merci d'avoir tenu bon. Likez cette vidéo. Merci de me soutenir et à très vite.